C'était l'entreprise à la croissance la plus rapide de l'histoire, surpassant Amazon et Google. En 2010, Groupon était un véritable mastodonte. Ils étaient tellement puissants, tellement inarrêtables, qu'ils ont refusé une offre de rachat d'1 milliard de dollars et ont décidé de conquérir le monde seul. Au lieu de cela, Groupon a perdu 99% de sa valeur. Aujourd'hui, c'est un zombie d'entreprise déficitaire, moqué par l'industrie technologique. Comment un empire aussi massif peut-il s'effondrer aussi violemment ? La vérité, c'est que Groupon n'était pas vraiment une entreprise technologique, mais un piège prédateur exploitant la psychologie humaine et mettant en faillite les entreprises qu'elle disait soutenir. Voici l'autopsie brutale de Groupon, la spirale mortelle ultime d'une entreprise. Chapitre 1. Le moteur du FOMO. Né de la frustration de son fondateur, André Masson, qui essayait de résilier un contrat de téléphone portable, Groupon reposait sur un concept très simple. Et si un grand groupe de personnes se rassemblait derrière un objectif unique ? Ce qui avait commencé comme une plateforme web moins ciblée appelée The Point, s'est rapidement transformé en Groupon, une entreprise qui allait rassembler un grand nombre de personnes pour acheter le même produit afin d'obtenir une importante réduction. L'idée était que tout le monde en profiterait. Les acheteurs bénéficiaient d'une réduction, l'entreprise attire de nombreux clients, et Groupon gagne plus d'abonnés. Cela a commencé simplement, et le succès a été fulgurant. Tout a débuté avec une offre simple de 2 pizzas pour le prix d'une au Motel Bar, un restaurant situé dans le même immeuble que Groupon. Le public a répondu présent et la stratégie d'achat collectif a fonctionné. En 16 mois à peine, Groupon était valorisé à plus d'1 milliard de dollars. Les gens se ruaient sur les offres dès leur sortie, et la quête des plus grosses réductions a suscité un fort engagement. Groupon avait exploité la psychologie et libéré l'une des forces les plus puissantes de l'esprit humain. Le FOMO, la peur de rater quelque chose. Le modèle économique de Groupon était d'une simplicité trompeuse. L'offre du jour était le produit original proposé par l'entreprise. Chacune avait un seuil à atteindre. Si un certain nombre de personnes profitaient de l'offre et s'inscrivaient, l'offre était alors proposée à tout le monde. Sinon, elle disparaissait et personne ne l'obtenait. Cela stimulait l'engagement et servait aussi de filet de sécurité pour les commerçants. Ils n'étaient pas obligés d'accorder l'offre s'il n'y avait pas d'augmentation de trafic pour la financer. Et tout le monde en profitait, surtout Groupon. C'était le piège parfait pour les personnes très engagées. Une offre alléchante est publiée avec un compte à rebours. Les gens se dépêchent de l'obtenir, puis doivent trouver d'autres personnes pour la garder. Soudainement, chaque membre de Groupon devient un marketeur pour l'entreprise, racontant à ses amis et les suppliant de s'inscrire. Les réductions atteignaient souvent 50% et l'euphorie ressentie était non seulement excitante mais aussi addictive. Le succès de Groupon venait du fait que les gens revenaient chaque jour découvrir de nouvelles réductions. En 2011, Groupon est entré en bourse au Nasdaq et a rapidement grimpé dans les classements. C'est la plus grande introduction en bourse d'une entreprise internet depuis Google. Cela paraissait inarrêtable, trop beau pour être vrai. Et c'était le cas. Groupon, c'était avant tout l'expérience. L'entreprise a transformé le découpage de coupons en un jeu et a créé l'un des publics les plus fidèles de l'histoire du commerce numérique. Mais il n'a pas fallu longtemps avant que les petits secrets inavoués de l'entreprise commencent à sortir, et que les gens se demandent si tout cela n'était pas une arnaque. Parce qu'en fin de compte, Groupon ne semblait bon pour personne, ni pour les utilisateurs, et encore moins pour les commerçants. Chapitre 2. Les mathématiques de Groupon. Le secret inavoué de Groupon était qu'il devait forcément faire des profits. Le site était gratuit à utiliser, même s'il proposait un abonnement payant à 5 $ par mois pour obtenir plus d'offres et de meilleures offres. Cependant, cela n'affectait presque pas la marge bénéficiaire de l'entreprise. C'était souvent l'entreprise qui finançait l'offre, Groupon organisant un partage des bénéfices toujours à son avantage. Au début, elle prenait près de la moitié des revenus, rendant la journée non rentable et risquant de faire faillite l'entreprise partenaire. Le seul à en bénéficier, c'était Groupon. Un restaurant l'a appris à ses dépens. En 2012, un restaurant de Washington, D.C., nommé Back-Alley Waffles, a obtenu l'offre Groupon qui allait le faire connaître. Ce qui paraissait un rêve est vite devenu un cauchemar pour ce restaurant aujourd'hui fermé. Le restaurant a annoncé sa fermeture sur les réseaux sociaux, accusant Groupon de nuire à sa rentabilité. Ils ont également accusé l'entreprise de pratiques financières qui léseraient délibérément leurs partenaires et frôleraient la fraude. Elle a même gagné un surnom qui en dit long, Groupon Math. Dès le début, les calculs derrière Groupon bénéficiaient rarement à ses partenaires. Par exemple, une boulangerie visée par l'offre du jour. Habituellement, leur gâteau haut de gamme coûte 50 $, mais aujourd'hui celui-ci est à 25 $. Pour la première fois, des personnes ne pouvant pas s'offrir un gâteau haut de gamme afflueront en magasin, achetant à perte pour l'entreprise. Mais ce n'est que le début du problème.
Groupon prend maintenant 50% de leurs profits déjà maigres pour la journée. Cela signifie que pour un gâteau qui se vend normalement 50$, l'entreprise ne gagne plus que 12,50$. Cela pourrait être inférieur au coût des matériaux et de la main-d'œuvre, sauf si l'entreprise a une marge très élevée. Ils vont perdre de l'argent ce jour-là. Et plus Groupon a de succès, pire c'est pour l'entreprise. Mais au moins, il y a un avantage immatériel pour l'entreprise, non ? Groupon expliquait aux entreprises que leur offre attirerait finalement de nouveaux clients fidèles. Des acheteurs qui ne leur auraient pas donné une chance peuvent les essayer à prix abordable et, espérons-le, y prendre goût. Mais cela fonctionnait rarement pour l'entreprise. Les clients qui adoraient Groupon n'étaient pas dans leur gamme de prix. Si le prix du gâteau remonte à 50$ le lendemain, ceux qui ne peuvent pas se le permettre ne reviendront pas en acheter. Les offres créèrent de la fidélité, c'est vrai, mais pas envers l'entreprise, envers Groupon. Selon Bacalé Waffles, le modèle économique de Groupon les plaçait en dernière position dès le départ. Le restaurant a indiqué que tous les bénéfices allèrent d'abord à Groupon. Les commandes via l'offre du jour étaient gérées et retenues par la plateforme. Bacalé Waffles devait attendre sa part, et ce n'était pas rapide. Les bénéfices étaient versés par Groupon en 3 chèques sur 60 jours. La petite entreprise attendait 2 mois pour toucher le peu d'argent gagné. Puis Groupon a réagi. La société technologique a rejeté la faute directement sur le propriétaire Craig Nelson, affirmant qu'ils avaient été transparents sur les conditions de l'accord et que celui-ci était conçu pour aider son entreprise à se développer. Ils ont nié l'affirmation selon laquelle l'offre avait été survendue et qu'ils avaient mis l'entreprise dans le rouge. Au lieu de cela, ils ont laissé entendre que Bacalé Waffles avait déjà des problèmes financiers avant l'accord. C'était l'un des pires moments de l'histoire des relations publiques de Groupon au début. Et il ne s'agissait pas seulement du processus de paiement. C'était aussi les clients. Les entreprises qui ont travaillé avec Groupon ont rapporté que les clients amenés par l'offre étaient les pires des pires. Ils étaient impolis, laissaient rarement de pourboire et revenaient rarement. Beaucoup d'entreprises ont utilisé Groupon, mais peu l'ont refait. Pourtant, l'entreprise a poursuivi sa croissance agressive, portée par la confiance d'un géant du numérique. Mais en coulisses, des problèmes se tramaient, prêts à éclater en quelques mois. Chapitre 3. La rébellion de la chaîne d'approvisionnement. Le modèle économique de Groupon semblait ingénieux. Il reposait sur l'une des forces les plus puissantes au monde, le désir de faire une bonne affaire. Elle avait une clientèle très fidèle et un flux constant de nouveaux partenaires souhaitant accroître leur notoriété. L'entreprise, très confiante avant son introduction en bourse, a pris l'une des décisions les plus risquées de l'histoire des grandes entreprises technologiques. En 2010, ils ont été approchés par Google avec une offre de rachat de 5,3 milliards de dollars. Cela serait arrivé dans la foulée d'une offre de rachat de 3 milliards de dollars de la part de Yahoo. Une telle offre aurait fait rêver la plupart des startups technologiques, mais Groupon les a toutes refusées sans hésiter. Le refus de Google est un moment marquant de l'histoire de la technologie, souvent vu comme un acte d'arrogance d'une jeune entreprise au modèle économique incertain. Ils croyaient avoir trouvé la formule des profits illimités, pensant que les humains ne se lasseraient pas des réductions. L'entreprise s'est vite adaptée pour faciliter et accélérer l'obtention des offres. Avec l'avènement des smartphones, ils ont lancé Groupon Now, une application filtrant les offres de nourriture et divertissement, permettant aux utilisateurs de les saisir en déplacement selon leur localisation. Ils ont ajouté une assurance si les clients n'étaient pas satisfaits, la promesse Groupon, et ils ont lancé leur service d'abonnement, Groupon VIP, en 2012. Rien n'allait empêcher ce qui allait arriver. Avant son introduction en bourse, Groupon a dû modifier son dossier quand ses comptables ont vu que les chiffres ne correspondaient pas. L'entreprise a admis avoir utilisé une méthode comptable non conventionnelle appelée revenu d'exploitation consolidé ajusté par segment. Celle-ci excluait complètement ces énormes coûts de marketing en ligne et d'acquisition d'abonnés du calcul du bénéfice, afin de fabriquer une fausse rentabilité. Cela offre une vision plus précise de la rentabilité à long terme, mais les critiques estiment que c'est manipuler les comptes et tromper les investisseurs. Dès le début, il y avait des doutes sur la viabilité à long terme de Groupon. L'entreprise a aussi été critiquée pour avoir distribué trop de fonds de capital risque à ses fondateurs et investisseurs, au lieu de les investir sur le long terme, la rendant pauvre en liquidité dès le départ. Mais les mauvaises nouvelles et la mauvaise presse ont commencé, et cela n'a jamais vraiment cessé. Moins d'un an après son lancement, Groupon avait perdu près de 80% de sa valeur maximale, pour clôturer à seulement 83 $ par action, en octobre 2012. Les jours de gloire de l'entreprise semblèrent passer, car de nombreux investisseurs doutaient qu'elle soit un bon investissement à long terme. Et ils avaient raison, car le plus gros problème de l'entreprise les attendait encore. Le modèle économique des chasseurs de bonnes affaires fonctionnait.
mais ne deviendrait pas le prochain Amazon ou Google. Groupon avait une faille critique qui allait bientôt lui coûter très cher. C'était une marque reconnue. Son nom était célèbre, mais sans offre, il ne valait rien. Il lui fallait des partenaires commerçants pour proposer des offres. De plus en plus, ils en avaient assez. Au début de Groupon, des milliers d'entreprises proposaient leurs offres pour attirer les chasseurs de bonnes affaires. Restaurants, spas, boulangeries, hôtels et bars figuraient parmi les options les plus populaires. Tous ont vécu la même chose. Il était très difficile de faire un bénéfice avec Groupon. Alors Groupon a dû partir à la chasse du seul atout qui comptait. L'entreprise, de plus en plus à court de liquidités, a été contrainte d'embaucher des équipes de vente coûteuses pour se vendre auprès de clients potentiels. Ils ont aussi renforcé leur offensive de charme pour attirer de nouveaux clients, transformant lentement l'entreprise d'un service de réduction à une société de télémarketing agressive. Beaucoup de ces nouvelles recrues faisaient du démarchage téléphonique auprès des entreprises pour essayer de leur expliquer qu'en réalité, cette offre serait excellente pour elles. Mais Groupon voyait sans cesse le cours de son action chuter, car l'entreprise continuait de commettre des erreurs de communication évitables. La publicité du Super Bowl 2011 a valu à l'entreprise des accusations de racisme. Elle avait été poursuivie en justice, pour avoir enfreint la loi fédérale en proposant des chèques cadeaux, qui expiraient plus tôt que ce qui était autorisé. Et l'entreprise a réglé l'affaire à l'amiable. Les offres ont été bloquées dans le Massachusetts, où les régulateurs jugeaient ces bons en ligne contraires à l'interdiction de l'Happy Hour de 1984. La plateforme prélevant un pourcentage sur les ventes de coupons, l'État a jugé que Groupon avait un intérêt bénéficiaire illégal dans les licences locales de vente d'alcool, forçant les restaurants à retirer leurs offres pour protéger leurs permis. C'était une mauvaise nouvelle après l'autre. Maintenant, l'entreprise commençait à être aux abois. Groupon avait débuté avec un important flux de trésorerie et un modèle économique apparemment imbattable, mais dépensait désormais des centaines de millions dans un modèle auquel plus personne ne semblait croire. Le pire restait à venir. Chapitre 4. Les parachutes dorés. Il suffit d'observer le cours actuel de l'action Groupon pour mesurer la gravité de la situation. La société se négocie actuellement à un peu moins de 17 $ par action, après avoir atteint un plus bas historique de 9 $ et 17 cents lors des échanges de l'année dernière. La société n'est plus que l'ombre d'elle-même. Aucune des personnes qui l'ont bâtie au départ n'est encore là pour tenter de réparer les dégâts. Pour ceux ayant connu l'âge d'or, il est difficile de croire ce que la société est devenue. Pourtant, la plupart des analystes estiment que ce n'est pas un cas de mauvaise gestion. L'entreprise était condamnée dès le départ. Après 18 mois de chaos après l'introduction en bourse, le conseil d'administration de Groupon a renvoyé Andrew Mason, le fondateur controversé à l'origine des principales politiques de l'entreprise. Sa lettre de démission est devenue virale comme l'une des plus étranges de l'histoire des entreprises, débutant ainsi. « J'ai été licencié aujourd'hui. Si vous demandez pourquoi, c'est que vous n'avez pas fait attention. » Il a parlé franchement des difficultés de l'entreprise et a dit qu'il croyait toujours en elle, sans aborder aucune des questions cruciales auxquelles la société faisait face. C'était aux nouveaux venus de réparer le désordre. Concernant l'histoire de Groupon, ce n'était que le premier trimestre. Son introduction en bourse historique et son crash rapide ont eu lieu en moins de 2 ans. L'entreprise devait trouver comment continuer avec un modèle économique qui ne semblait plus fonctionner. Et elle peinait à attirer de nouveaux clients et à maintenir l'enthousiasme de ses utilisateurs, ce qui menace toute entreprise en cas de manque de trafic. Alors, ils ont pris la seule option, changer de cap. En 2011, Groupon a lancé Groupon Goods, une toute nouvelle branche de l'entreprise axée sur la vente de biens physiques. Pour rester fidèle à la marque, les vêtements et accessoires étaient des vendus à prix très réduit. Groupon voulait transposer l'expérience de la chasse à la bonne affaire dans un marché aux puces locales vers le secteur en ligne. Mais il y avait un gros problème. Groupon dominait presque à lui seul le marché des réductions, mais en entrant dans le secteur des biens physiques, il se retrouvait face à certains des sites les plus puissants d'Internet, comme Amazon et eBay. Cela n'a pas empêché l'entreprise de tenter de s'en sortir en rachetant d'autres sociétés et en poursuivant des acquisitions agressives pour récupérer leur réseau et clients à l'international. Cela comprenait une entreprise indienne d'offres du jour appelée Sozasta. Elle a également racheté les applications de restauration Breadcrumb et Savor, qui lui ont toutes deux permis d'accéder à des restaurants plus haut de gamme. Ils ont acquis l'application de partage de cartes cadeaux Boomerang, l'application de géolocalisation Glassmap, ainsi que l'entreprise de mode Ideally. Tout cela faisait partie de l'idée de transformer Groupon d'un site de réduction en un site pour tout. Aujourd'hui, il est difficile de reconnaître l'entreprise. Elle est passée du statut d'entreprise, la plus en vogue au monde, à celui d'effondrement, sous le poids d'un modèle économique qui a lésé précisément les personnes qu'elle était censée aider. Alors, quel est l'avenir de Groupon ou en a-t-elle même un ?
Le modèle économique initial de Groupon s'est effondré lorsque les gens en ont compris le fonctionnement, laissant aujourd'hui une entreprise quasi zombie. Elle utilise le nom de marque emblématique, tout en proposant principalement un petit nombre d'offres, accompagnées d'une multitude de produits bon marché, et sans nom provenant de l'étranger. Le Groupon actuel est un magasin numérique à 1$, misant sur le retour des entreprises à ce modèle. Si cela échoue, l'hémorragie de l'entreprise pourrait être fatale, plus tôt que prévu. Les entreprises technologiques s'effondrent, souvent, brutalement. Regardez l'offre d'Amazon qui compromet l'avenir de Microsoft pour voir si la création de Bill Gates sera la prochaine menacée. Ou voyez ceci.